Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées pour nous retrouver sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 mai et nous recevons Maître Romain Verlumfried, très impliqué dans les NFT, le crypto-art, qui va entre autres nous parler ce soir du projet Arkandai. Vous pourrez, comme d'habitude, intervenir en fin d'épisode et puis surtout rester jusqu'à la fin pour nos petites questions pour notre invité. Pour l'heure, place à l'actualité de la semaine et je te laisse la parole, Benjamin. Merci Lucie et Léonore. En fait, l'actualité me fait très plaisir parce que c'est un grand artiste dont on va parler ce soir. Il s'appelle Egon Schiele. Date des années 1920 et puis c'est le petit prince de ce mouvement qu'on appelle l'expressionnisme allemand ou autrichien. Bon, lui est né en Autriche et donc il a marqué son époque. En fait, les toiles d'Egon Schiele, on va parler du drop NFT bien sûr, mais au préalable, pour ceux qui ne connaissent pas bien, Egon Schiele, logiquement, quand on voit un tableau de lui, on s'en souvient toute la vie, parce que ce sont des portraits extrêmement puissants. En fait, il y a beaucoup de nudité aussi, des nudités féminines, corporelles. Les corps sont bien souvent décharnés. Le trait est sec, le trait est violent. Les couleurs sont crues. Enfin, vraiment, on voyage dans un univers totalement étrange et pénétrant. Et on s'en souvient quand on voit une expo des Gunchill, on n'en sort pas indemne, quoi. Donc, c'est un artiste qui est allé au bout vraiment de sa passion, au bout de l'expression. C'est pour ça que le courant s'appelle d'ailleurs expressionnisme. Et donc, on a découvert, d'abord, il y a deux actualités. On a découvert une nouvelle toile de jeunesse d'Egon Schiele qui a été redécouverte à Vienne. Et ce tableau a été prêté par la famille du propriétaire. Donc cette famille avait depuis un siècle avait ce tableau chez eux et ils l'ont dévoilé au public. Ils l'ont prêté au musée Léopold à Vienne et le musée a eu l'idée donc de restaurer, d'essayer d'abord de restaurer le tableau parce qu'il est assez poussiéreux, je dirais, donc le nettoyer, et puis ils voudraient en faire l'acquisition. Et ils se sont dit comment on va pouvoir lever de l'argent pour acheter ce tableau. Eh bien, on va faire une collection de NFT. Et c'est une bonne idée, j'en ai parlé la dernière fois, même plusieurs fois, de ces musées qui lancent des collections de NFT pour justement soit remonter la pente post-Covid, soit acquérir un tableau. Et là, c'est le cas. Ils aimeraient compléter leur collection d'Egon Schiele. Hein. Ils en ont 24, des tableaux de ce peintre. Alors, ils ont émis des NFT qui ont commencé la semaine dernière. Le drop a commencé la semaine dernière. Ça continue encore 2-3 jours. Allez jeter un œil. Donc, il s'agit de 24 peintures et dessins de cet artiste qui seront mis en vente en NFT. Alors, vous connaissez le principe. On fait des photos haute définition des œuvres et puis on propose une ou deux ou trois éditions ou même peut-être plus. Là, pour le cas des Gunchill, je crois qu'il y a 3 séries, 3 niveaux de rareté. Hein, vous savez maintenant que la rareté est très importante dans les NFT. On dit bien que c'est un certificat qui exprime la propriété digitale, certes, mais qui exprime une rareté numérique, une rareté digitale. Donc, c'est important de faire des niveaux de rareté. Là, il y en a 3. Je crois qu'il y a comme souvent la ultra rare, super rare, courant, etc. Donc, des éditions de 1, de 3, de 100. Les prix varient effectivement toujours en fonction de cette rareté. Donc, belle initiative. Si le drop est un succès, pour l'instant, je n'ai pas de chiffres, mais probablement le musée pourra faire l'acquisition de ce tableau, ce qui serait génial, ce qui serait une belle démarche. Le musée, vous voyez, pour une fois, pourrait se passer d'argent public, pourrait se passer de mécènes industriels, comme on connaît habituellement, et pourrait demander au grand public de financer ce genre d'action en récupérant un NFT. Ça, c'est vraiment génial, je trouve. Rappelons derrière aussi qu'il y a une start-up française qui s'appelle La Collection, qui est une très belle entreprise qui pousse les musées, qui incite les musées, qui accompagne les grands musées à générer leurs propres NFT. Et donc, il y a vu déjà, donc la collection a propulsé le British Museum dans les NFT avec la collection Okuzai, l'artiste Okuzai, et l'artiste de William Turner aussi.
Donc ça, bravo pour eux. Et puis, dernière petite mention importante, regardez comme ça se rapproche. Les premiers NFT de musée, c'était l'année dernière Michel-Ange à Florence, au musée des Offices. Et puis après, c'était Hokusai, donc 19e siècle. Et puis Turner, début du 20e siècle. Et maintenant, Egon Schiele, 1920. À quand les grands artistes modernes qui est plus proches de nous, les Miro, les Picasso, et puis plus proches peut-être après les années 70-80, ça va venir, j'attends ça avec impatience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Super, merci beaucoup Benjamin. C'était passionnant, comme d'habitude. Alors, Florent, ton mot crypto de la semaine, qu'est-ce que tu nous as choisi ce soir? Alors, ce soir, j'ai choisi le mot burn, qui doit évoquer bien des choses, Léo. Ouais. Mais du coup, le mécanisme de burn dans un token ou chez les NFT ou dans la crypto, c'est le concept de détruire en fait le token par enfin, c'est le propriétaire qui va détruire le token. Et en fait, il fait ça en transférant le token sur une adresse où en fait on ne peut pas récupérer les sous, il n'y a pas de clé privée donc on ne peut pas y avoir accès. Et ça en fait ça permet enfin dans la crypto ça permet de créer des mécanismes déflationnistes, mais dans les NFT ça permet, comme dit Benjamin, de jouer sur la rareté qui est un élément important. Donc par exemple une collection qui va pas tout vendre ou qui a surestimé sa capacité à vendre 10 000 pièces va pouvoir burn les non vendus pour qu'il y ait toujours une proportion correcte entre le nombre d'actifs et la communauté sous-jacente. Donc voilà, c'est le mot de la semaine. Moi, j'ai une question, si je puis me permettre, Florent, sur le burn. Justement, on sait que des artistes utilisent le burn, notamment l'artiste Pac ou l'artiste Damien Hirst, dont j'ai parlé ici. Par exemple, Damien Hirst disait à tous les acheteurs de NFT, au bout de 3 mois, vous pouvez choisir soit je burn le token et vous gardez l'œuvre sur papier, soit je détruis l'œuvre sur papier et vous gardez le token. Ce qui veut dire que, certes, le propriétaire peut toujours burner le token, mais comment fait-on? Donc, dans le smart contract, on peut donc coder le fait que même quand le token a été vendu, on peut quand même pendant 3 mois, par exemple, dire qu'on garde la main sur le token et pouvoir le burner. C'est ça qu'on peut faire dans le smart contract? Non, non, non. C'est vraiment irréversible. Tu sais, toutes les transactions sur la blockchain sont irréversibles. C'est ce qui fait du coup sa puissance. Et donc du coup, si tu l'envoies sur une adresse burn, normalement tu peux pas pouvoir récupérer les clés. Dans le cas de Damien Hirst, je pense que ce qui s'est passé, c'est plus tu peux j'ai plus le terme anglais, mais c'est tu peux, enfin en gros tu peux le claim, enfin les revendiquer, c'est-à-dire qu'il va falloir que, enfin ça va être, tu vas devoir l'envoyer en général à l'adresse mère, on va dire, et c'est cette adresse qui va en échange te passer la pièce physique et elle-même qui va brûler du coup le token une fois que c'est fait. En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, pour être bien sûr de comprendre, c'est que quand on burn un NFT, c'est manuel, c'est pas prévu dans le smart contract, c'est ça? Ça peut être prévu dans le smart contract. Ok. Alors du coup, Ouais. enfin voilà, ça se rapproche de, comme dit Benjamin, c'est plus du travail de pack. C'est-à-dire que c'est vraiment des artistes qui vont travailler le code et qui vont créer un code vraiment spécifique et qui, du coup, peut avoir un caractère purement artistique parce qu'il n'y a pas d'autre utilité que justement de burn des tokens. Mais en général, ouais, enfin voilà, je pense que c'est de cette manière-là, mais sinon, on peut pas, voilà, on peut pas reverser un burn en général si c'est pas prévu à part, mais du coup. Voilà, quand c'est prévu à part, enfin quand c'est prévu exprès dans le smart contract, ça va être, enfin C'est je une vois pas, démarche artistique, quoi. ouais, et Ouais. je vois pas un cas où ça va être burn de ton wallet en fait. Tu vois, tu peux pas, si c'est dans ton wallet, normalement tu peux pas, à part si Ouais. c'est, Et on est d'accord qu'en fait, le NFT ne disparaît pas de la blockchain, c'est juste qu'il est dans un endroit inaccessible où on peut plus jamais le récupérer. Il est aux enfers, quoi. tout à fait, c'est ça, C'est ça, il brûle. il Ok. brûle. Eh ben, c'est hyper clair. Merci beaucoup, Florent. Romain, tu voulais rajouter quelque chose avant que tu Ou- passes sous les, Sous les sunlights. sous les feux des questions, Non, non, justement. mais avec plaisir. C'était pour rebondir sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, rapport aux musées qui se lancent dans leur collection de NFT. Alors, il y a le musée d'Orsay qui travaille actuellement sur un projet NFT, donc à voir. Il y a le musée Vasarely à Aix-en-Provence qui a sorti une collection
de NFT, notamment dans le cadre de la restauration de ses œuvres extérieures, parce que ce sont des œuvres qui s'abîment beaucoup. Et puis le musée Picasso, alors l'affaire Picasso, évidemment, une partie de la famille qui a fait des NFT de son propre chef, puisque en fait ils se disputent un petit peu les uns avec les autres. Donc oui, il y a plein d'initiatives muséales ou des ayants droit ou de la famille qui évidemment se jettent à corps perdu là-dessus, là-dedans, pour des raisons, pour certains de restauration, pour d'autres purement financières. Donc non, c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Évidemment, les musées, les fondations, les comités vont s'amuser avec cette nouvelle génération, évidemment, de transformation de l'art à l'heure du Web.3, ouais, c'est évident. Et, euh, Et et il ça y a quelque tombe chose. bien, parce que c'est ce dont on va parler ce soir. Tout à fait, tout à fait. Et alors, juste pour finir avec ce que disait Florent, c'est amusant parce que le mécanisme de Burn, j'en ai parlé la semaine dernière avec des avocats, et ça soulève d'autres questions que simplement de l'envoyer effectivement sur une adresse 0x00 auquel on ne pourra jamais accéder. C'est-à-dire que l'implication de la personne qui burn, le propriétaire du NFT qui burn un NFT, pose plein de questions en droit de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il a juste le droit de le faire rapport à l'artiste qui a produit le NFT. Et il y a des questions de droit qui se posent là-dessus parce que en droit français, vous savez peut-être pas, mais le propriétaire d'une œuvre n'a pas le droit de la détruire. Donc il y a des questions qui se posent là-dessus de respect des droits moraux et patrimoniaux qui est hyper intéressante, à savoir est-ce que par exemple je sais pas moi, le NFT de Picasso peut être brûlé ou jeté aux enfers, comme tu dis, par le propriétaire, c'est pas sûr que ça soit légalement possible. Voilà. Bon. Après, à voir l'avenir des cours de justice le dira, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. Eh bien, à suivre, on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, je vais te donner la parole officiellement, Romain. Donc, bienvenue en tant qu'invité, parce que tu nous suis souvent en tant qu'auditeur. Mais cette fois-ci, c'est toi qui es sur scène. Voilà. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter très succinctement pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore et nous dire qui tu es et où tu vis et ce que tu fais dans la vie? Ah, c'est très indiscret tout ça. Oui, avec plaisir. Alors, je suis moi diplômé d'histoire de l'art et d'une école de droit, à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, pour être totalement précis. Parcours obligatoire pour être commissaire-priseur chez nous. Donc, du droit et de l'histoire de l'art. Puis après, des examens classiques pour obtenir le diplôme. Donc, je suis commissaire-priseur sur la moitié de mon activité journalière. Et puis le reste du temps, je m'occupe à évangéliser autant que faire se peut les artistes, les institutions, les professions juridiques pour les faire entrer ou pour les accompagner ou des fois juste pour les conseiller sur ce qu'est le Web3, la blockchain un peu de loin parce que je ne suis pas non plus spécialiste de blockchain, plus sur le marché de l'art numérique et cryptoactifs. Et puis voilà, et puis je vis à Marseille, donc je suis décentralisé par rapport à vous. Voilà. C'est ça. Et tu as une société dédiée à tout ça qui porte quand même le meilleur nom dans le web. Token to me. You token to me. Voilà. Il fallait que ce soit dit. Oui, voilà, effectivement. Donc, pour en revenir à la genèse de ce projet que j'ai monté avec des associés dans le sud de la France il y a quasiment 2 ans, en fait, je cherchais dans le marché de l'art ce qu'on cherche tous, toi aussi, étant dirigeante d'une société de vente aux enchères, c'est de certifier les provenances, la chaîne de propriété, les prix qui ont été, les prix de transaction, etc. Donc je cherchais en fait un moyen, avant de connaître la blockchain évidemment, je cherchais un moyen que ces informations soient transparentes et délivrables par tout le monde et donc c'était effectivement assez compliqué parce qu'on connaît tous les systèmes de QR code, de code barre, etc. Mais évidemment, c'est pas pérenne dans le temps. Et puis un jour, je rencontre un ami à Aix-en-Provence et il me dit tu as un super problème, mais je pense que la blockchain peut répondre à ça. Et donc je lui ai dit là quoi?
Je pensais qu'il parlait une nouvelle langue. Et puis il m'a dit, ben écoute, on en reparle dans 2 mois, même endroit, même heure. Et puis voilà, ça a été un petit peu la révélation. En fait, quasiment toutes les questions que j'avais, il y avait quasiment toutes les réponses dans la blockchain, à savoir évidemment la certification des provenances, le degré de rareté quand c'est marqué. Qui étaient l'émetteur, etc., etc. Donc c'est vrai que c'était particulièrement intéressant et je me suis plongé dedans à corps perdu quasiment, voilà, depuis 2 ans. En fait, tu pourrais juste, Romain, faire un petit détour par ton histoire, parce que en tant que commissaire-priseur, quand on fréquente les maisons de vente aux enchères, ce qui est mon cas de temps en temps, on comprend que pour certifier une œuvre, quand quelqu'un vous amène une œuvre en disant j'aimerais la vendre, vous êtes obligé de savoir si cette œuvre est authentique, si elle a une provenance, quelle est son histoire, etc. Donc vous demandez des papiers, enfin en tout cas des factures, enfin tout ce que vous pouvez réunir en tout cas. Et puis après, vous passez par des experts, parce qu'en fait, il faut expliquer à ceux qui n'ont pas l'habitude du marché de l'art que certifier une œuvre et prouver qu'elle est vraiment d'un artiste, c'est extrêmement complexe, quoi. Et ça s'appuie sur des papiers, des suppositions, des histoires, des interprétations. Enfin, Tu as tout il y à a. fait raison. Dans Ouais. notre milieu, en fait, la plupart des informations qu'on va pouvoir récolter sont déclaratives. C'est-à-dire que on va croire à la parole, on va considérer que le vendeur est de bonne foi. Parce qu'il y a des informations qu'on ne pourra jamais vérifier, à savoir à qui a appartenu le tableau, à combien ça a été vendu, quels ont été les différents propriétaires, depuis quand le propriétaire actuel l'a, est-ce que c'est bien le peintre ou l'artiste ou les ayants droit qui lui ont vendu, etc. Donc ça, ce sont dans la majorité des cas juste des informations déclaratives qu'on est obligé de reporter. Après, comme tu disais, effectivement, on peut faire appel à des experts du domaine. Alors chaque artiste a son expert, chaque courant artistique a son expert, évidemment. Et c'est un peu la problématique parce que il y a autant d'experts que d'objets à vendre, hein, quasiment, dans le monde de l'art, mais on ne vend pas que des beaux-arts. Hein. Nous, ça nous arrive de vendre un, un revolver du XVIIIe siècle, une commode Louis XV, un tableau, des bijoux, etc. Donc c'est vrai que les recherches sont protéiformes, parfois très très longues à mettre en place. Donc on fait appel à des gens qui sont réputés pour avoir les réponses qu'on se pose, à savoir est-ce que cet objet est bien authentique, est-ce qu'il y a un faisceau concordant de preuves qui nous permettent de dire que c'est cet artiste ou pas. Alors évidemment, plus l'artiste est connu, plus il va falloir s'entourer de probabilités pour le vendre. Évidemment, on ne va pas présenter, on ne va pas vendre de la même manière, on ne va pas faire les mêmes recherches pour un peintre du dimanche qui peint à Montmartre et un tableau de Picasso, ça va de soi. Mais c'est vrai que la problématique, les problématiques sont nombreuses et on vend des dizaines de milliers d'objets par an dans les salles de vente et bah, ça multiplie par autant les recherches qu'il faut faire. Et évidemment, quand on peut avoir une certification, entre guillemets, parce qu'on voit que ce n'est pas infaillible, évidemment, la blockchain, ça, dans certains cas, ça permet de certifier la chaîne de transaction, oui. Voilà, c'est vrai. Ouais, intéressant, vraiment intéressant. Rappelons aussi que si je crois bien dire que être expert, c'est pas une profession qui est réglementée. Être expert. Moi, demain, je peux me qualifier expert de Dali ou de Miro. Expert en art urbain. On peut, voilà, effectivement, la profession d'expert est une profession qui n'est pas encadrée, que donc le Conseil des ventes, notre autorité de tutelle, a essayé d'encadrer aux alentours des années 2000 en créant une profession ad hoc d'expert près le Conseil des ventes. Alors ça a foiré totalement parce que les experts veulent garder évidemment leur petite chapelle en disant ben nous on n'a pas besoin d'autorité. Alors les experts se regroupent par syndicat, par chambre, etc., ce qui leur donne un peu de légitimité, où il y a des experts qui sont issus des familles de production de beaux-arts, donc la famille Picasso, la famille d'ébénistes, etc., etc. Donc ça donne une légitimité, mais elle n'est pas infaillible non plus, parce qu'il y a disons qu'il y a de grands cas dans l'histoire de l'art d'experts autoproclamés, avec même une filiation à l'épreuve de toute critique, qui se sont largement trompés et où il y a Et eu des c'est pour procès ça que retentissants. nous allons revenir à cette fabuleuse solution de la blockchain qui résout quand même pas mal de problèmes qu'on rencontre dans le monde de l'art. Hein, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures, des experts du marché de l'art, mais c'est quand même un autre sujet qui nous occupe d'ailleurs le jour, Oui, pardon. Romain et moi.
Et donc, tu découvres la blockchain, tu fondes Token to Me avec ce nom incroyable. Et ce soir, on est là pour parler d'un autre projet qui s'appelle Ark and Die. Alors, au nom un peu prophétique, voilà, comment tu rencontres Ark and Die? Alors, voilà, en fait, on part de cette société que j'ai pas fondée, hein, donc ils m'ont appelé un petit peu en renfort. C'est une société de promotion et de production, comme son nom ne l'indique pas évidemment, mais voilà, société de production et de promotion, d'art hybride, en fait, qui va chercher, les besoins des artistes, du monde physique, qui va produire en les finançant des besoins. Alors, pour faire très simple, pour vous prendre un exemple, qu'est-ce que c'est un promoteur ou un financeur? C'est un peu comme à l'époque de Venise où des grands mécènes, alors c'est pas du mécénat, mais les mécènes payaient les artistes pour qu'ils produisent, qui une sculpture, qui un retable, qui un grand tableau de plusieurs dizaines de mètres carrés, etc. Donc cette société a organisé tout un système lié donc à leur crypto-monnaie qui s'appelle le DAI et qui finance des projets un peu hors normes. Donc je vais vous prendre qu'un exemple, un exemple moderne et un exemple ancien. Par exemple, le sculpteur Le Bérin, qui avait besoin de blocs de marbre de plusieurs dizaines de tonnes, n'allait pas évidemment acheter lui-même son marbre, le sculpter et puis après faire la vente dans une galerie de ses œuvres. Aujourd'hui, le problème se pose sous les mêmes sous les mêmes questions. En fait, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, en fait, les grosses galeries ou la plupart des promoteurs ou des gens qui font de la publicité pour les artistes sont devenus en fait grosso modo des banques. Donc, ils calculent les risques et donc ils prennent quasiment aucun risque. Donc ils vont regarder si cet artiste-là qu'ils vont financer va rapporter, combien il va rapporter, en combien de temps il va rapporter. Et les projets un peu hors normes qui vont coûter de l'argent et qui vont peut-être faire avancer aussi, comme l'ont fait avancer d'autres artistes avant eux, l'histoire de l'art, parce qu'ils vont aller plus loin dans leurs recherches, dans leur sculpture, dans leurs idées, et qui vont oser en fait produire des choses qui sont restés des fois un petit peu enfouis parce que faute de moyens, faute de temps, etc. Donc cette société Art Kandai va, via donc le token et une économie, une DAO, etc., mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas très intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui, va financer la production d'artistes. Et donc on connaît tous aujourd'hui des artistes sculpteurs qui se mettent dans le Web3 et qui font des NFT, mais qui ont besoin d'acheter soit de la toile, soit du marbre, soit une intelligence artificielle, soit des gros ordinateurs. Donc en fait, c'est une forme pour une nouvelle production. C'est une forme de mécénat 3.0, est-ce qu'on peut dire ça? Alors non, on tient à ce que le mécénat ne soit pas utilisé, c'est plutôt une solution de crypto-financement. C'est-à-dire que c'est pas la société qui va payer, puisque en fait c'est organisé, ce sont les acheteurs du token via une DAO qui vont faire la promotion et le financement. La société est là juste pour encadrer, et comme on le sait dans les systèmes DAO, en fait la société est quasiment là pour s'effacer à terme de la gestion, c'est-à-dire que les projets vont être votés. Alors peut-être dans un premier temps par la société, évidemment, quand la DAO sera mise en place, mais après, c'est l'économie des gens qui sont dans la DAO, qui vont voter les projets et qui donc vont eux-mêmes se faire promoteurs des projets qu'ils ont votés. Et donc c'est un cercle vertueux, tout ça, la communauté va s'organiser autour des projets et le financement va se faire par là. Moi, je pense, pardon, Par l'achat. je te coupe Romain, mais je pense que c'est important que tu parles de la DAO parce que la DAO, rappelons que ça veut dire, donc c'est un acronyme Pardon, oui. anglais qui veut dire Decentralized Autonomous Organization, et en fait, c'est une association d'individus, même des particuliers, même bien souvent des particuliers, qui s'associent pour un but commun, et ils ont chacun un token. Donc les règles du jeu sont inscrites sur la blockchain, pour faire simple, et chacun a un token, et en principe, ce token c'est fait pour voter, donc tu viens d'en parler, ou pour prendre des décisions, en fait, ou pour lever de l'argent et financer un artiste, apparemment. Donc, c'est le cœur, à mon avis, de Art Kanda, et c'est, à mon avis, même le cœur de nouveaux phénomènes de financement pour des artistes, en fait, de financement participatif, en fait. À l'époque, ça s'appelait le crowdfunding dans le Web 2.
Dans le Tout à fait. Web3, on a la DAO, ce qui est beaucoup plus puissant, parce qu'en fait, on a une association qui est sur la blockchain, on a des tokens de vote, donc tout ça est infalsifiable, gravé dans le marbre digital. Donc ça, j'aimerais bien que tu nous expliques, ça c'est vraiment passionnant, je trouve. Alors oui, alors bon, je suis pas un spécialiste de la DAO, donc je vous laisserai me reprendre là-dessus, mais l'idée vraiment qu'on avait mis au cœur de ça, effectivement, tu parlais de crowdfunding dans le Web 2, c'est exactement ça, sauf que là, on introduit un token, alors il va y avoir un token de gouvernance évidemment, mais un token, d'ailleurs dont l'ICO s'est terminé il y a 15 jours, et qui va être listé dans quelques mois Est-ce que tu peux juste nous repréciser ce que c'est une ICO pour celles ou ceux qui ne le sauraient pas? Oui, pardon, c'est une levée de fonds en crypto-monnaie. Si je dis pas de bêtises, Oui, pour faire très simple. Hein. Alors, le listing devait avoir lieu au mois de juin. La société a considéré que c'était peut-être pas le bon moment pour lister en ce moment. Donc on attendra des jours meilleurs pour que le projet soit un peu plus étayé. Et donc il y aura le premier drop de NFT en même temps que le listing au mois de septembre. Voilà. Donc comme Alors, ça on fera. pardon, hein, mais juste on essaie de faire de la pédagogie. Est-ce que tu peux revenir sur le terme listing? Donc dans Oui. l'ordre en fait du process. Pardon, ICO, excusez-moi. donc... Oui, effectivement. À force d'utiliser des mots, voilà. Donc le listing, c'est disons, la mise en place donc, de la crypto-monnaie qui a été levée, donc la levée de fonds en crypto-monnaie, qui va être mise sur le marché. Voilà. Et donc, cette monnaie va pouvoir s'échanger sur une place de marché comme des actions, au final, comme des devises. C'est-à-dire qu'on pourra acheter du DAI sur des plateformes d'exchange. Voilà, exactement. On pourra échanger sur certaines plateformes comme on échange des devises ou comme on échange du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Donc ça s'appelle un listing. C'est le jour où il est délivré aux gens qui ont participé à la levée de fonds. Et donc, il sera échangeable, et donc monétisable à ce moment-là. Et donc, ce token va servir également et évidemment à financer les artistes qui seront dans le programme de promotion de la société. Il y a déjà une dizaine d'artistes qui ont signé ça, et tous ces artistes-là se retrouveront pour une première grande exposition inaugurale à Bangkok au mois de septembre. Voilà. Donc ça, c'était la première question. Et ta deuxième question, j'imagine que ce n'était pas pour la question de ce que c'est un drop, mais je peux le dire aussi. Donc ça sera le... J'imagine que tout le monde sait ce que c'est un drop, mais disons, c'est la première mise sur le marché d'un NFT d'un artiste. Enfin, peut-être pas la première, parce que la première s'appelle un Genesis, mais disons la mise sur le marché d'un NFT. Et donc, on a une dizaine d'artistes qui seront présents à Bangkok pour proposer une œuvre physique, donc ça sera une œuvre, un peu hybride, donc phygital, donc une œuvre physique qui sera liée à un NFT qu'on est en train de construire actuellement. Voilà. Ah oui, donc tu reprends la notion de phygital. Effectivement, on en parle souvent dans notre podcast. Et alors, il y a plusieurs façons de voir le phygital. C'est effectivement, en tout cas, mélanger les deux univers. Donc là, on parle d'une œuvre physique. Donc, j'imagine que les 10 artistes ont été choisis, alors pas Art Can Die. Alors, ils ont été choisis par vote de la communauté sur la DAO dont on parlait, donc de cette association d'individus. Ou est-ce que c'est vous qui avez choisi 10 artistes et ensuite vous faites voter la communauté en disant un tel, on aimerait lui donner, le financer à hauteur de temps ou comment se passent ces 10 artistes déjà? C'est une très bonne question, Benjamin. En fait, la DAO est en cours de montage. Donc, pour l'instant, les 10 projets ont été sélectionnés. On a un directeur artistique qui s'appelle Wayne Traub, qui est quelqu'un du milieu de la danse contemporaine, de la mise en scène, etc., assez connu, qui est flamand, et qui a sélectionné une dizaine d'artistes. Et donc, par la suite, une fois que l'exposition aura commencé au mois de septembre, la DAO sera prête et les nouveaux projets seront à ce moment-là votés par la communauté, tout simplement parce que le token ne sera listé qu'en septembre. Donc, la DAO n'a pas encore été mise en place. Mais ça sera mis en place en septembre. Voilà. Et alors, pour bien comprendre, l'exposition qui aura lieu en septembre,
ce seront des œuvres physiques. Oui. Et est-ce que les NFT seront juste des moyens d'enregistrer les œuvres physiques sur la blockchain pour en faire un certificat d'authenticité, ou est-ce que ce seront des œuvres à part entière? Alors, puisqu'on se connaît bien, Léo, tu imagines bien que j'aimerais que ça soit pas juste le certificat, parce que je trouve que ça a assez peu d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est aussi pour ça que ça existe. Non, on va essayer de transformer en fait. Via des moyens numériques, des vidéos, des loops, des sons, etc. Ou de la modélisation 3D, parce qu'il y a des sculpteurs, il y a de la danse, il y a des performances, il y a tout un tas de... C'est pas juste de l'art, Ok, donc j'allais dire, l'idée c'est de 2D. faire des versions augmentées des œuvres physiques, par exemple. Et alors, tu fais bien d'utiliser ça. Effectivement, il y aura la mise en place de réalité augmentée, de NFT en réalité augmentée. Voilà. Pour pouvoir le projeter chez soi, dans son téléphone, etc. Ok. Et est-ce que tu peux déjà nous parler de quelques artistes qui seront exposés en septembre? Oui. Alors attends, je vais me mettre effectivement, puisque je vais te donner la liste in extenso. Donc, ah ouais, super, merci. Je vais vous parler juste après de Director Jack, parce que il y a une idée qui m'est venue depuis Cannes, donc il n'y a pas longtemps. Donc en fait, ce sont des artistes donc assez protéiforme, puisqu'il y a des sculpteurs, il y a des artistes plasticiens, il y a des personnes qui font du documentaire, il y a des performeurs, il y a des artistes spécialisés dans la verrerie, il y a une série télé qui va être diffusée, et il y a aussi des écrivains et des livres. Donc en fait, on ne va pas se cantonner, l'idée c'est d'embrasser un peu toutes les formes d'art et pas se cantonner juste à l'art numérique. C'est pour ça que c'est un petit peu hybride. Donc je pourrais citer l'artiste de verrerie qui s'appelle Ilse van Roy, qui fait donc en verrerie façon... alors ça va peut-être plus vous parler, mais avec des couleurs un petit peu à la Jeff Koons. Si vous voulez, des sculptures qui donne à se regarder, qui trouble un peu les matières et qui Ouais, c'est entre Jeff sont... Koons et Anish Kapoor presque. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce sont des sculptures en forme d'œuf, hein, grosso modo, donc qui reflètent quasiment parfaitement tout l'environnement et qui déforment aussi la vision qu'on peut avoir en tournant autour. C'est Donc ça, intéressant parce que je me dis que le street art, l'art urbain s'est emparé des NFT pour contrer l'aspect éphémère des œuvres de rue. Quelque part, la verrerie, c'est pas absurde non plus, hein, puisque c'est quand même très éphémère par nature d'utiliser les NFT pour en faire une vie après la casse. Ah oui, tout à fait. Donc ce sont des choses hyper fragiles dans le temps. Moi, je suis très fan des performances aussi, parce que pour avoir fait pas mal d'art contemporain et de happening, c'est vrai que ce sont ou des performances de danse, tout simplement. On pense assez peu. Au final, quand on pense NFT, on pense art numérique ou transformation digitale d'une œuvre existante. Mais tout ce qui est danse contemporaine, performance, chansons, etc., c'est des choses qui ne sont pas encore totalement embrassées, ou même films documentaires, des choses quand même assez éphémères, qui ont tendance peut-être à se perdre dans le temps, ou qui ont du mal à être fixées. C'est vrai qu'on utilise de plus en plus, tout le monde, nos téléphones portables pour faire des photos, mais on les utilise jamais, on les imprime jamais, ces photos, ou on les regarde jamais. Et donc là, c'est vrai que ça permet de pérenniser un petit peu cette production artistique. Donc c'est l'idée, Voire en de la fait, que ce temps... sacraliser en plus. Voire de la sacraliser, et effectivement, alors après, évidemment, de la fixer sur la blockchain. Bon, c'est ce qui nous est donné actuellement, mais la sculpture, c'est hyper intéressant là-dessus. Tu as tout le processus, pardon, vous avez, Lucie et Léonore, tout le processus de production Oui, qui est, qui au final qui est assez peu documenté, et qu'on peut joindre parce que c'est vrai qu'on voit des productions qui sont posées des fois dans des galeries, etc., mais c'est aussi intéressant, et parfois plus intéressant, et souvent ça nous permet de comprendre
comment ça a été fait, quelle est la démarche de l'artiste derrière, le dessous des cartes, pourquoi il a représenté un éléphant et pas un tigre, voilà, etc. Donc ça nous permet aussi de fixer toute une mémoire qui devient collective in fine. Voilà. Oui, puis Romain, il y a ton passé de commissaire-priseur qui rejaillit parce que j'aime bien, parce que quand tu dis on expose des artistes à Bangkok, et nous on imagine classiquement, et tout le monde imagine des artistes soit peintres, soit sculpteurs, et toi tu dis il y aura des écrivains, des artisans du verre, et à dessein j'utilise le mot artisan, parce que bien souvent dans l'art on distingue très clairement les artistes qui partent d'une page blanche par rapport à l'artisan qui lui perpétue une tradition et un savoir-faire. Et toi, tu mélanges tout ça avec des écrivains. Et effectivement, ça me rappelle mes grandes années à l'hôtel Drouot, quand j'allais régulièrement dans des ventes. Et dans chaque salle, il y avait des ventes différentes. Des ventes de livres, puis des ventes de tableaux, puis des ventes de bijoux, puis des ventes de montres. Et c'est absolument génial de se dire, en fait, tout cet univers-là, c'est de l'art, globalement, avec un grand A. Mais il fallait oser parce que c'est pas quelque chose de courant dans le monde artistique, en fait. Mais c'est vrai que quand on utilise le mot art, on pense peinture, sculpture. Généralement, on s'arrête là. Mais moi, j'utilise plus le mot beaux-arts. Et dans le mot beaux-arts, en fait, il y a tout un tas de productions intellectuelles, artistiques, qui se retrouvent aujourd'hui assez peu dans les NFT. Et à tort d'ailleurs, hein, parce qu'une performeuse qui viendrait faire un spectacle de danse ou cracher du feu dans un. Qu'on voit souvent d'ailleurs, hein, encore vu il n'y a pas très longtemps, mais pourquoi ne pas utiliser cette nouvelle manne numérique qui permet de fixer beaucoup plus de choses qu'un un simple film, et de pérenniser tout ça? Pourquoi ne pas utiliser aussi pour l'artisanat d'art et pour toutes j'allais dire, les petits secteurs du monde de l'art qui sont aujourd'hui, à mon avis, oubliés du monde du NFT. Tu veux dire Mais que ça va venir, la hein, ça va blockchain venir. peut sauver la marqueterie? Mais pourquoi pas? Art Can Die, c'est ça justement. En fait, on a oublié tout un pan de l'artisanat d'art. Alors la marqueterie, mais pourquoi pas? Tu rigoles à Mais non, moitié, je mais rigole pas. C'était très sérieux. vous rigolez. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de réintroduire des formes artistiques qui sont oubliées parce que devenues peut-être un petit peu ringardes et utiliser, je sais pas moi, des vidéos en forme enfin en loop ou des films d'animation et pourquoi le NFT, le monde du Web.3, pourrait pas venir au secours, entre guillemets, parce que peut-être qu'ils en ont pas besoin, hein, mais ne pourrait pas sortir un petit peu de la poussière, pourquoi pas les enluminures aussi. Enfin, on peut tout imaginer et c'est un peu le credo de cette société-là, de dire, bon ben, ce sont les investisseurs qui vont avoir le token de gouvernance qui vont décider. Et on va pas avoir une seule tête qui va dire je suis directeur artistique et je vais faire que des crypto pixels, etc. Et donc s'il y a des fans de sculpture en Scooby-Doo, ben pourquoi pas, j'en sais rien. Et est-ce que tu peux nous parler de toi, ton rôle dans Arkandai? Tu proposes des artistes, tu mets en œuvre des projets, tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi j'ai pas, oui, c'est une question juste. Moi j'ai pas de rôle un rôle de promotion de NFT uniquement, donc j'ai pas de choix d'artiste à ce stade-là. Je fais du conseil et de l'accompagnement sur la transformation et sur l'hybridation numérique. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de sociétés qui se lancent là-dedans, qui pensent que passer une photo en NFT, ça fonctionne. Ou faire une photo d'une sculpture et le mettre en NFT, ça fonctionne. Donc, je suis là pour leur dire que c'est pas aussi simple que ça et que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, tout le monde gagnerait beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup en tout cas, ce sont des gens intelligents qui se posent les bonnes questions avant de faire des lancements de NFT en disant, bon, on a besoin de savoir comment fonctionne la communauté NFT, ce dont ils ont besoin, si tant est qu'on puisse identifier les besoins de la communauté NFT, ça c'est un autre débat, mais
pourquoi est-ce que ce type-là va fonctionner? Est-ce qu'un film documentaire peut fonctionner en NFT? Est-ce que ce type de sculpture, comment faire migrer une sculpture d'une artiste qui fait de la verrerie? Est-ce qu'on doit en faire une photo? Est-ce que c'est le projet global qui doit être mis en NFT? Est-ce que voilà, c'est plutôt un accompagnement. C'est une un- bonne question de se demander, oui, pardon Léo, mais c'est une Non, bonne j'allais question dire que qu'on c'est se un pose. ministre de la transition, en fait. C'est ça. Ministre de la transition numérique. Non, mais moi aussi, je reçois plein de questions d'artistes qui disent comment je pourrais tokeniser, non, pardon, comment je pourrais numériser et digitaliser mon travail physique, soit par une mise en, enfin, une scénarisation en 3 dimensions, ou par une vidéo, ou par du son, enfin, il y a plein d'expériences. Ça, vous accompagnez les artistes là-dessus. Vous avez donc un studio de création qui peut aider des artistes à numériser leur travail. Alors, oui, on a un studio très bien fait. On a des studios de production, caméra, développeurs, intervenants 3D. Tout ça leur est proposé justement. Alors, il y a une sélection de projets, mais eux, ils viennent avec leur historique de sculpteurs, de peintres, de documentaristes, de danseuses nues du Crazy Horse, j'en sais rien. Et on va leur dire bon ben on va vous accompagner dans ça, mais on vous met à disposition des moyens numériques hein, et de conseils en marketing, etc. Et après, tout le travail de l'artiste, ça va être sa création purement intellectuelle, artistique, et il va s'occuper de rien d'autre, ni d'aller chercher des acheteurs, ni d'aller chercher des galeries, ni d'aller chercher la meilleure exposition qui a Milan, à Dubaï, etc. Et en fait, il va être pris en charge totalement, toute la production. On va lui dire, bon ben voilà, on te met tout à disposition, les fonds dont tu as besoin, le marbre, le studio de production 3D, etc. Et toi, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas aller au bout de tes idées d'artiste. Tu te laisses page blanche, libre cours, et on va t'accompagner par contre dans la vente jusqu'au bout avec une répartition quasiment égalitaire, donc avec une production, voilà, bon, pour certains artistes, après ça dépend des pourcentages, c'est comme les galeries, mais il va avoir grosso modo rien à faire qu'à produire de la matière artistique. Voilà. Il y a un minimum enfin, j'imagine que vous n'allez pas financer des projets de quelques centaines d'euros. Il y a un minimum ou comment va se faire la sélection en fait, des projets? Il y a des présélections qu'ensuite vous soumettez au vote de la DAO. Est-ce que vous avez Alors, déjà fixé toutes oui. ces règles-là? Dans un premier temps, du temps que la DAO soit mise en place, les projets sont votés entre guillemets entre les fondateurs et notamment sélectionnés par le directeur artistique. Mais c'est plus le projet artistique que, j'allais dire, alors la rentabilité, évidemment, hein, parce que c'est une société de production, mais c'est pas le coût moyen unitaire qui va être une barrière. C'est plutôt tout ce qui va tourner autour. Est-ce que l'artiste va pouvoir s'épanouir? Est-ce que le NFT va pouvoir être vendu? C'est sûr que vous imaginez bien qu'il est peut-être plus facile de vendre 100 000 NFT à 100 euros plutôt qu'un NFT à 10 000 euros. Donc il va y avoir aussi des arbitrages là-dessus. Donc c'est en cours de réalisation. Il n'y a pas de process réellement. Voilà. Oui, alors Si c'est la justement, question. Romain, tu parlais alors on en parle souvent ici, tu parlais de préparer le succès d'un drop NFT. Et à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de recettes, il n'y a qu'une seule grande recette pour le succès, c'est la communauté. Toujours la communauté, encore la communauté. Il faut les fédérer, il faut les intéresser, il faut les préparer à un drop. Donc vous avez un Twitter qui marche bien, il y a 50 000 followers sur le Twitter Art Can Die. J'imagine que ça se prépare déjà depuis longtemps. Comment vous motivez cette communauté? Comment vous la préparez à ça? Quelles sont tes recettes à toi? Comme ça, on va te piquer tes recettes. Non, mais alors, il y a pas de recette. Le marketing dans le Web3 n'existe pas. C'est chacun, mis à part de capitaliser sur la communauté, ce qu'on essaye tous de faire, parce que le succès d'un drop de NFT ou comme le lancement d'une crypto, c'est la communauté qui va faire vivre le projet. Les fondateurs auront beau faire ce qu'ils veulent, s'il n'y a pas de communauté derrière, le projet peut être très joli.
ça fonctionnera pas, parce que c'est la communauté qui va le faire vivre et qui va se faire valoir de ça, qui va promouvoir le projet. Et bon, l'effet boule de neige, évidemment, le cercle vertueux, on peut utiliser des mots un peu plus français d'ailleurs, mais donc la communauté, effectivement, elle se prépare depuis, je crois que le projet a été lancé il y a 8-9 mois. Donc il y a pas mal de communication qui a été faite dans un premier temps autour de la crypto-monnaie qui a été lancée. D'ailleurs, juste, on n'en a pas parlé, mais c'est un projet français, international. Alors c'est un projet francophone. C'est un projet francophone. La majorité des équipes est en Belgique, un peu en France, mais avec un pied également en Asie et un autre à Dubaï, mais majoritairement francophone. Ok. Et c'est pour ça on le retrouve quand on va sur le site Art Kendai. Donc il y a des artistes asiatiques, il y a des artistes français, il y a des artistes flamands, il y a une artiste qui vit à Hawaï, etc., etc. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de frontières, parce qu'il y a pas, on ne voulait pas mettre réellement de barrières évidemment là-dessus. C'est plutôt les projets qui vont porter et qui vont être supportés aussi par la communauté. Alors il y a eu une pré-DAO, hein, évidemment, c'est la communauté qui s'est emparée de propositions qu'on lui a faites sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, etc., sur les réseaux qu'on connaît tous, et qui ont été sollicités dans un premier temps. Après, ça sera mis en place avec le token de gouvernance, mais dans un premier temps, ils ont été sollicités sur les réseaux. Et effectivement, il y a une bonne communauté qui commence à se faire. Et là, on arrive vers le release du projet, hein, puisque septembre, ça sera le moment où les NFT et le token va être mis en place. Donc on compte bien capitaliser là-dessus. Et après Bangkok, l'idée c'est de faire tourner les expositions, donc qui seront physiques. Donc d'abord le premier lieu, l'inauguration, ça sera Bangkok, puis après ça sera Venise, Paris et Bruxelles, d'ici la fin de l'année. Ok, donc Voilà. on aura l'occasion de voir l'expo à Paris. Oui, c'est l'idée. Super. J'en profite, s'il y a des personnes qui nous écoutent en direct et qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, la parole pourra vous être donnée. Florent, on t'a pas entendu encore? Non, j'écoutais avec passion, puisque t'as une bonne connaissance des sujets. Et du coup, j'avais une question sur l'accompagnement des artistes. T'as laissé entendre que du coup vous accompagnez vraiment presque de A à Z sur toute la partie marketing, promotion, etc. Et est-ce que vous accompagnez aussi sur la partie tech? Comment ça se passe là-dessus? Est-ce que les artistes vont devoir apprendre à avoir un MetaMask et le mettre en place et minter leur œuvre, ou ça aussi vous le prenez en charge? Alors, évidemment que les artistes vont devoir avoir un MetaMask. C'est pas le truc le plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'il y a des tutos très simples. Mais après, tout ce qui est développement, l'idée c'est qu'on s'en occupe, à moins que l'artiste ait envie d'apprendre et de développer en collaboration et de comprendre comment ça fonctionne. Donc s'il a envie de comprendre et de pouvoir nous accompagner aussi et de le faire main dans la main. Mais l'idée, c'est une sorte de package total qu'on propose, clé en main, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des artistes et leur dire bon ben voilà, c'est votre clé d'entrée vers le monde des NFT. On va vous dire comment faire. Et puis on va vous laisser les clés, donc vous faites après ce que vous voulez avec les clés, vous pouvez vous en servir finalement ou pas, mais vous avez un tuto, hein, qui est assez bien fait. Après, on peut avoir, pour l'instant, on n'a pas encore d'artistes digital native, hein, si on veut, pour l'instant, personne n'est venu nous voir. Enfin, si, mais je ne peux pas vous dire qui. Mais vous le saurez bientôt. On fait un peu un teaser. Qui est déjà dans le monde des NFT, avec qui on va monter un très gros projet d'exposition. Donc, lui, il n'aura pas besoin d'accompagnement particulier. Mais après, tout le marketing derrière est organisé par la société.
Et d'ailleurs, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui travaillent dans le marketing digital, we are hiring. Donc voilà. Excellent. Romain, j'aimerais rebondir là-dessus, si tu veux bien, Florent, parce que la question m'a fait penser à un sujet assez important et presque même délicat, je dirais. On a reçu beaucoup d'artistes et de temps en temps, quand on a un galeriste, on lui pose la question. On dit, est-ce que le galeriste, est-ce que c'est le wallet du galeriste, en l'occurrence le wallet de Art Kendai, qui va minter les NFT, donc qui va placer les œuvres sur la blockchain et qui donc de facto sera le vrai propriétaire du travail, enfin de l'œuvre en tout cas, enfin du NFT, ou est-ce que, Romain, toi, tu pousses les artistes à justement créer leur wallet pour justement que ce soit eux qui soient à l'initiative du mint et qui, in fine et définitivement, seront les seuls bénéficiaires des ventes et des royalties et de la propriété de l'œuvre, en fait? C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question qui est pour l'instant, je dirais qu'il y a un avantage dans chaque situation. L'avantage, si c'est l'artiste qui, via son wallet et via une procédure qu'on lui donnera, mint son œuvre sur une plateforme qu'on lui aura donnée, c'est le plus simple. Sauf que le smart contract, suivant les plateformes, il peut être un peu délicat. Des fois, on ne peut pas toucher au smart contract. Je pense à OpenSea, par exemple. Il y en a sur d'autres plateformes, on peut le faire. Ouais, c'est ça, il y a déjà des plateformes sur lesquelles on peut commenter en fait, avec une répartition du produit de la vente et ensuite des royalties. Ouais, C'est pour ça qu'on ne va pas passer par OpenSea. Il y a Foundation, tu as raison, Léo. Il y a Je crois que c'est Non Origin aussi. Ah bah aussi sur Non Origin. Ouais, sur Tezos, ça commence un petit peu aussi. En tout cas, c'est un vrai sujet et de plus en plus de plateformes commencent, ouais. Parce Donc, que l'idée, c'est d'être sur, voilà, on avait trois plateformes privilégiées parce qu'il y a aussi une partie son, donc on va très certainement travailler avec Pianity, mais ça c'est pour la partie juste sonore d'une production artistique. Mais effectivement, il y a trois plateformes qui étaient privilégiées, c'est Foundation, Origin et SuperRare. Donc, il faut voir comment on pourra bosser là-dessus avec ces trois plateformes-là, savoir si on peut faire une sorte de coédition, de copropriété, hein, ou s'il va falloir introduire dans le smart contract, parce que on peut très bien le faire aussi, que les royalties soient versées sur. On peut très bien aussi organiser des wallets séquestres et organiser la remise des parle royalties. comme un commissaire-priseur. Merde, ouais, c'est vrai. Donc faire en sorte que ce wallet puisse être en multisig et que voilà. On peut imaginer plein de choses, mais c'est vrai que ça serait plus pratique, étant donné qu'on va tout mettre en place, de pas laisser l'opportunité de faire les choses mal à la fin et de laisser l'artiste qui n'y connaît rien et qui justement vient vers nous pour ne rien avoir à faire là-dedans, pouvoir faire mal les choses à la fin. Donc, cette question est ouverte et c'est pour ça qu'on a privilégié ces trois plateformes dont je vous ai parlé pour les prochains drops de septembre. Mais effectivement, c'est une question qui est un peu délicate et qui va peut-être être discutée avec les artistes conjointement, suivant la formule entre guillemets qu'ils auraient choisie. Pour l'instant, vous n'avez pas prévu de développer votre propre plateforme avec votre propre smart contract alors? Non, pas du tout. C'est Ok. pas l'objectif. Mais après, vu que tu fais de la prod, ça peut être intéressant parce que justement, la fusion, comme on disait un peu avec le burn, le mot du jour, Ouais. c'est que tu peux personnaliser les smart contracts en fonction de l'œuvre et donner du coup encore plus de symbolique à la fusion entre le physique et le Ouais. digital. Donc juste pour revenir par rapport au burn, parce que ça me travaillait cet exemple. Par exemple, on peut créer une œuvre qui peut s'échanger un certain nombre de temps. Et au bout d'un moment, en fait, l'œuvre va disparaître ou va être modifiée si elle change de propriétaire, de wallet, etc. Et ça, du coup, le token restera dans votre wallet, mais par contre, les fichiers associés au token pourront être détruits. Et voilà, c'était la subtilité que je voulais rajouter, je profitais de ça. Mais en tout cas, voilà aussi la question que tu as posée, Benjamin, c'est celle que je voulais formuler, mais que j'ai pas réussi. Donc bien joué. Et effectivement, c'est une question qui est quand même clé. Et je pense que
je trouve ça important en fait de garder quand même l'historique de l'artiste, enfin la signature de l'artiste, parce que c'est comme si un artiste signait pas le tableau. Au final, s'il n'y a pas sa signature MetaMask, s'il n'y a pas son adresse MetaMask à l'origine de l'œuvre. Mais après, bon, voilà, c'est une perspective personnelle. Puis ça Non, non, mais permettra de résoudre tout des à fait. problématiques comme il commence à se poser en ce moment dans l'art contemporain avec le sculpteur qui a sculpté toutes les œuvres de Maurizio Cattelan qui commence Et à oui. dire mais moi aussi j'ai le droit à quelque chose, etc. Donc effectivement, La coproduction et la copropriété d'une œuvre on se pose la question, on se pose les questions comme elles viennent hein, dans tous les secteurs de l'art contemporain hein, et le NFT en fait partie, c'est-à-dire que quand les problématiques arrivent, c'est à ce moment-là qu'on se pose les questions. Et effectivement, c'est une question en ce moment qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas une réponse préformulée. On va voir comment ça évolue, mais effectivement, l'idée d'avoir une copropriété ou une coproduction, ça pourrait permettre d'anticiper des problématiques ultérieures, effectivement. Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est moi qui vais te poser les questions de fin, en tout cas. Est-ce que toi, tu es collectionneur, mon cher Romain? Alors, collectionneur, oui, mais j'accumule pas. C'est plutôt des rencontres et je vais acheter le NFT d'un artiste, d'une artiste que j'ai rencontré. Donc, oui, mais pas beaucoup. J'avoue, pas beaucoup. Est-ce que tu te souviens le premier NFT que tu as acheté? Premier NFT que j'ai acheté, oui, ça doit être Lulu XXXX. Ah, Voilà. ok. Un NFT que tu n'as pas réussi à avoir? NFT que j'ai pas réussi à avoir, je dirais, c'est un peu de votre faute. C'est le NFT de Yacine, les deux NFT de Yacine que je voulais d'ailleurs acheter lors de la vente du 10 mars, que je suis pas arrivé à avoir. Ouais, ça m'a un peu embêté. Mais tu as sous-enchéri. Oui, tout à fait. Le NFT que tu attends avec impatience? Eh bien, je dirais, si vous pouvez vous brancher en fait sur le site Art Kanda, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Moupan. C'est un artiste qui va lancer une collection de sculptures, ce qu'il ne fait pas. Et ce qu'il ne fait pas en principe, parce qu'il produit très peu, je crois qu'il produit 12 œuvres par an qui sont déjà vendues, genre 2 ou 3 ans auparavant déjà. Donc il y a une queue quand même assez importante pour les acheter. Et là, il se lance dans la sculpture grâce justement au projet Art Kandai. Et c'est un univers un peu à la Jérôme Bosch. Pour ceux qui voient, on parlait des enfers tout à l'heure. Donc ce style-là, très torturé, avec des animaux, des hommes, du feu, etc. Et donc il se lance sa collection de sculptures avec la société Art Kandai. Et donc j'attends de voir ce que donneront les sculptures. Tu peux me redonner le nom? Moupan, M-U plus loin P-A-N. M-U-P-A-N. Ok. Et dernière petite question, quel est l'invité que tu aimerais écouter dans ce podcast? Alors, tu m'as posé la question et j'ai longuement réfléchi. Et je sais qu'un de tes associés fait des interviews de personnes qui sont plus là. Et je trouverais intéressant, parce que j'ai lu pas mal de choses, Baudelaire, Oui, c'est par Dimitri exemple. Joannides qui fait des Voilà. interviews d'artistes qui sont... Et ben, je trouve que ça serait intéressant d'inviter Baudelaire pour savoir ce qu'il pense des NFT. Parce en fait, il avait fait un espèce de pamphlet sur la photographie en critiquant la technicité, la reproductibilité et l'inintérêt de faire des photos. Et je pense que ce discours-là pourrait être très bien adapté aux gens qui critiquent les NFT. Je trouverais très drôle d'avoir une interview d'une personne décédée de ce style-là. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Je vais passer la parole à mon cher Florent. Je vais te laisser gérer le giveaway ce soir. Alors oui, on a eu un petit giveaway express du coup de dernière minute, donc bien joué aux participants parce que vous avez beaucoup plus de chances que d'habitude pour gagner. Donc Romain, je vais te demander un chiffre entre 1 et 13 s'il te plaît. 8. Le 8, 3, 4, 5, 6, 7. 8, c'est OX Button NFT. Est-ce qu'il n'a pas déjà gagné? Ça me dit rien. Ah, quoique. Bon. Je sais pas, mais bon, et en tout cas, félicitations. Et on va changer un peu de système pour la semaine prochaine.
tout à fait. Sinon, j'avais une proposition à te faire. Ah, J'ai parlé de Lulu X parce que je sais qu'il y a quand même une tradition de giveaway. Et comme Art Kanda n'a pas encore fait de drop, c'était un peu compliqué à organiser. Donc, si vous voulez, hein, je propose aux écouteurs qui sont là d'ailleurs, aux speakers, aux autres d'ailleurs, à tous ceux qui écouteraient ou qui réécouteraient la room, d'offrir un de mes NFT de Lulu XX. Voilà. on me dit donc, ultra Trop bien. généreux. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Voilà. Romain. Donc vous pouvez. T'en ils as sont sur 50, mon- c'est ça? ils sont sur mon wallet et vous pouvez aller les voir. Ils sont sur mon wallet Tezos. Voilà. Donc si ça vous dit de faire un petit giveaway avec ça, ça me fera plaisir. Trop sympa. Alors, super, ce qui va nous permettre d'inaugurer notre nouveau système de giveaway. Yes, alors ce qu'on compte faire du coup, ça va être, bon, d'habitude on fait follow, retweet, etc. On va sûrement faire ça, mais en complément, il va falloir nous laisser un petit commentaire sur Apple et Spotify et vos plateformes d'écoute de podcasts favorites. Voilà, pour nous montrer tout votre amour et pour nous aider à grossir. Et donc voilà, il faudra juste, on donnera les instructions sur Twitter et peut-être en description aussi. Mais voilà, il suffira juste de laisser un commentaire avec votre pseudo Twitter et comme ça on pourra savoir que c'est vous. Dans les grandes lignes, voilà, je crois que j'ai tout dit, Léo. Ouais, super. Eh bien, merci beaucoup Romain, c'était passionnant. Merci Benjamin, merci Florent, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés en direct et qui nous écoutent en podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous, au revoir. L'art du NFT. NFT, non fungible token. Tu vas dire. C'est de l'art, c'est de l'art.